La présentation de ce soir va être sur Flux et React, qui sont donc principalement des tech front-end, mais le concept de Flux est basé sur un concept qui peut être aussi bien appliqué en back-end. Donc, de quoi ça parle Tech. Donc, il y a plusieurs problématiques à l'heure actuelle en front et dans le web en général. Pour commencer, c'est la durée de vie des projets. Donc, quand on conçoit un projet à l'heure actuelle, en web ou même en back ou peu importe, il y a plein de problèmes qu'on cherche à éviter. Et donc, le premier de celui-ci, c'est donc éviter la dette technique parce que en fait, ça coûte de l'argent et très vite. Et aussi la possibilité de faire évoluer l'application parce que ce qu'on veut, c'est que notre produit soit réactif face au marché, qu'il soit adapté tout le temps à nos utilisateurs, qu'on fournisse la meilleure expérience pour nos utilisateurs. Et du coup, c'est important de pouvoir réagir rapidement au marché. L'autre point, dans le même ordre d'idée, c'est d'éviter les dépendances circulaires et les plats spaghetti, dans le sens où votre code doit pouvoir être modulaire et chacun doit pouvoir travailler sur une petite brique qui n'ait pas un impact énorme sur toute l'application, sur un espèce de monolithe géant sur lequel vous n'avez plus aucun contrôle, où vous avez tellement peur de faire des modifications que c'est plus possible, quoi. Donc la première approche qui a été pensée par l'approche qu'on a en front-end à l'heure actuelle pour répondre à ce problème, c'est d'avoir un flux unidirectionnel des données dans notre application. Et du coup, ça empêche, ça crée une dépendance unique en input et en output pour tous vos objets, toutes vos classes, toutes vos fonctions, etc. Et du coup, ça réduit vachement la surface de contact de votre code et ça permet de modulariser beaucoup plus. Vous allez voir par la suite comment on a implémenté ça. Ensuite, éviter les effets de bord indésirables, c'est-à-dire que ce que vous voulez dans votre application, c'est éviter les modifications de votre donnée de manière inopinée. Donc, vous savez tous comment fonctionnent les objets dans la plupart des langages, ce sont des références. Donc vous stockez l'adresse en fait, de votre objet à la place de stocker l'objet en lui-même. Du coup, peu importe où vous êtes dans votre application, vous pouvez accéder à l'objet et le modifier par référence, qu'on appelle. Donc, là, vous créez donc de l'effet de bord, ce qu'on appelle. L'effet de bord, c'est juste, je suis dans ma fonction, je modifie un champ de mon objet, et quelque part à l'autre bout de mon code, j'ai une référence aussi à cet objet, et je me retrouve avec la modification aussi, alors que je ne l'ai pas demandé. Le problème de ça, c'est que ça a des effets tellement néfastes parce que c'est hyper dur à débugger, c'est super chiant surtout. Et du coup, le principe, c'est de pouvoir garder le contrôle à tout instant sur notre application, qu'elle ait un état bien particulier, comme on le veut. Donc, comment on a résolu ça? On fait de l'immutabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne modifie plus les objets en eux-mêmes, on fait du copier-coller. Et on modifie la copie. Je vous expliquerai un peu plus tard comment fonctionne l'immutabilité exactement. Ensuite, ce qu'on veut éviter dans nos applications, c'est d'introduire beaucoup trop de complexité. Puisque, en fait, comme nos applications sont de plus en plus grosses à l'heure actuelle, parce qu'il faut gérer beaucoup de données qui viennent de plein d'API différents, qui viennent de plein de services, que ce soit Facebook, Google, machin, etc. On a beaucoup de données, beaucoup de services auxquels il faut se fixer. Et du coup, il faut traiter toutes ces données d'une manière simple et efficace. On veut éviter de mélanger et de faire un espèce de, comme je vais me répéter, mais encore une fois, éviter les plats de nouilles, quoi. Et du coup, on va essayer de séparer les données pour éviter de les mélanger entre elles et de créer des interdépendances et encore une fois de complexifier le code. Donc, le point pour répondre à ça, c'est donc de faire des conteneurs de données isolés et éviter que les datas se modifient les unes les autres. C'est vraiment isoler les données dans l'application. Ensuite, en dernier point, c'est la performance. Oui, je crois que c'est le dernier point. Donc la performance, surtout en front-end, c'est vraiment hyper important parce qu'on a une notion de nécessité de rapidité de chargement des applications. C'est une règle utilisateur. Si votre application met plus d'1 seconde à apparaître à l'écran, votre application est considérée comme très lente et vous avez 50% de chance de perdre l'utilisateur
après c'est 1 seconde. Donc c'est très important de garder en dessous de cette barre des 1 seconde. Et pour garder une réactivité pour donner à l'utilisateur une impression de ça va vite, c'est très optimisé, ça marche bien. Et aussi, donc c'est le poids transféré en données mobiles, puisque à l'heure actuelle, on a de plus en plus de web apps mobiles, parce que en fait, il faut adapter notre site dans tous les cas et faire du responsive. Et du coup, quand quelqu'un utilise votre site en 3G, eh ben, vous voulez absolument réduire les données transférées pour pas facturer trop à votre opérateur. Et enfin, l'optimisation des coûts d'utilisation d'un CDN. Donc, vous savez, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un CDN, je ne sais pas s'il y en a, mais c'est juste Content Delivery Network. Donc, le principe, c'est un réseau de serveurs qui est répandu à travers tout le monde entier et qui va délivrer vos fichiers, votre application au client de manière… le client va chercher sur le serveur le plus proche vos fichiers pour charger l'application et ainsi réduire les temps de latence parce que plus vous chargez sur un serveur qui est lointain, plus vous avez de ping et plus c'est long à faire un aller-retour. Et donc comme c'est facturé au poids transféré, donc mégaoctets en mégaoctets transférés ou peu importe selon le pricing de votre CDN, mais c'est toujours au poids, donc il faut le réduire au maximum pour que ça vous coûte le moins cher possible. Et donc ce qu'on a pensé, c'est réduire la taille des librairies et des frameworks utilisés, tout simplement. Donc, comment l'approche qui a été beaucoup développée donc, ces derniers mois sur la communauté front-end, donc c'est cette archi. Donc c'est une architecture, ce n'est pas une librairie, ce n'est pas un framework, c'est une architecture type qu'on a appelée Flux. Cette architecture, elle a été un peu employée par le back déjà, même depuis un certain temps. Donc c'est peut-être du réchauffé si certains d'entre vous connaissent un peu le principe. Mais c'est applicable aussi bien en back qu'en front. Et on l'a, on va dire, un petit peu amélioré à notre sauce. Mais voilà. Donc avant tout, en flux, on a cette notion d'immutabilité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est même un principe fondamental. Ce qu'on veut éviter, c'est que les modifications dans notre application viennent de n'importe où. On veut que ce soit contrôlé totalement. Donc ce qu'on fait, c'est quand on veut modifier l'état de notre application, plutôt que de modifier donc, un objet qui est en mémoire, on va créer une copie de cet objet, modifier cet objet et le retourner pour que la fonction suivante se serve de cet objet et fasse ainsi ce qu'elle a à faire. Je me répète un petit peu, mais supervision des modifications par référence et une optimisation de performance car la plupart des frameworks qu'on utilise maintenant en front pour optimiser, pour faire les mises à jour de l'interface se basent sur des algorithmes de détection de changements au sein de la donnée, donc ils font des comparaisons d'objets. Et donc l'avantage d'utiliser ce concept d'immutabilité, c'est que vu que vous copiez l'objet et que vous en générez un nouveau, vous changez la référence. Donc vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au fond de l'objet pour savoir s'il a été changé. Juste un changement de référence vous indique que l'objet a été changé et qu'il faut refaire le rendu de votre application. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, en flux, tout commence par l'interface, autrement appelée la view. Donc, pour tous ceux qui sont familiers avec les frameworks MVC, voilà, view, c'est la view. Votre view, elle correspond à la base de votre interaction utilisateur. C'est-à-dire que c'est là d'où vont venir toutes les actions possibles de votre application. Dans le cas d'un back-end, votre interface, c'est tout simplement votre interface HTTP. C'est là où vous recevez vos requêtes clients. Mais dans un front-end, c'est votre DOM, donc par exemple votre page web. Mais ça peut très bien être aussi vos WebSockets, peut-être des timeouts, des trucs comme ça, des intervalles, peu importe. Et donc, c'est toujours l'origine de des actions de votre application. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec ces interactions? À partir de ces interactions, donc un clic ou un scroll ou peu importe,
On va convertir cette interaction en une action. Ce qu'on appelle une action, c'est un objet donc, qui contient un type et un payload. Donc ce type est une chaîne de caractères simple qui va être un identifiant qui permet de reconnaître cette action. Ça, par exemple, je vais cliquer sur le bouton like, je vais générer une action de type like button. Et le payload, c'est un contenu, c'est un contexte en gros de l'action. C'est des données concernant l'action. Par exemple, j'ai liké, je sais pas, l'album de je sais pas qui. Et ben dans le payload, je vais écrire que j'ai liké cet album. Comme ça, mon action est contextualisée et ça me permet de savoir exactement ce que l'utilisateur a voulu faire. Donc la plupart du temps, ces actions sont créées par des factories. Donc ce sont des simples fonctions qui vont retourner cet objet en fait, et on les appelle les action creators. Donc on passe de l'interface à l'action. Ensuite, cette action, elle est transmise à ce qu'on appelle un dispatcher. Donc c'est un objet qui est basé sur le pattern observable. Ce pattern en fait est très simple. C'est un objet à qui on est capable de lui passer des callbacks, donc des fonctions qu'on va exécuter à chaque fois qu'on reçoit un événement. Donc par exemple, je veux écouter que telle action a été émise, que telle chose a été faite. Donc voilà. C'est là que toutes les actions vont atterrir. C'est à lui que je vais les transmettre. Et elles peuvent venir de n'importe où. Donc ça peut être que ce soit du clic, du scroll, que ça vienne de votre WebSocket, que ça vienne de n'importe où. Vos actions vont atterrir dans un dispatcher. C'est une entité qui va être juste chargée de récolter les actions de votre application. Et c'est un peu un espèce de proxy du coup, puisque la seule chose qu'il va faire, c'est les transmettre. Il va les recevoir et les transmettre à la brique suivante de l'architecture flux. Et il est agnostique totalement de l'état actuel de votre application, puisque en fait son but c'est juste d'être un proxy. Peu importe l'état de votre application actuelle, il fera juste du forwarding. Et donc enfin, donc le store, enfin le ou les stores selon si vous en avez plusieurs, selon la complexité donnée, vous pouvez en avoir plusieurs. Donc le store est un objet quant à lui qui est capable, qui a la responsabilité de stocker la donnée de votre application, l'état actuel de cette application. Donc si par exemple vous chargez des utilisateurs, vous chargez leurs photos, vous chargez leurs albums favoris, vous chargez les chansons qu'ils aiment bien, etc. Vous les stockez dans les stores. Tout est stocké dans les stores et vous pouvez en avoir plusieurs en fonction du type de données à chaque fois. Genre par exemple j'ai un store pour tous mes users, un store pour toutes mes musiques, un store pour etc. etc. On veut conteneuriser ces données comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et donc cet état est immutable, comme je vous expliquais aussi tout à l'heure. Le principe c'est justement du coup de stocker vraiment l'état actuel. Et donc à chaque fois que ce store va se brancher sur un dispatcher et il va dire voilà moi je vais écouter toutes les actions de ce type et en fonction de chaque action va mettre à jour l'état actuel de l'application. Par exemple je fais une action de type like button, donc le dispatcher reçoit cette action, le transmet au store et mon store me dit ok je vais incrémenter le compteur de like, c'est tout. Il va renvoyer un nouveau state, un nouvel état de l'application avec ce compteur incrémenté. Et je dis bien un nouveau state, j'insiste là-dessus. Et du coup, c'est aussi un observable, comme le dispatcher, parce qu'il va falloir que quelqu'un écoute les mises à jour de l'application. Parce qu'il faut bien que ce state ne parte pas dans le vent, quoi. Ce nouveau state ne parte pas dans le vent, donc il va falloir l'écouter. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? L'interface vient juste se plugger sur le store, et donc l'interface écoute les mises à jour de l'application, tout simplement. Et ce qui permet de maintenir une corrélation en permanence entre l'état de l'application et ce qu'on voit à l'écran. C'est vraiment... on ne peut pas avoir des corrélations, quoi. Et vous observez bien ici que le flux de données est unilatéral. On ne peut pas sauter d'étape, on ne peut pas faire de marche arrière ou quoi que ce soit. Ça va toujours dans ce sens-là et ça permet d'avoir ça permet de rendre le système très prédictible et de savoir où ma donnée elle va, de où elle vient et qu'est-ce que j'en fais. Ça permet de débugger beaucoup plus facilement et ça évite
tout un tas de problèmes qui pourraient être, qu'on pourrait observer dans une application type Angular où les données sont modifiées dans tous les sens. Ok, donc voilà un petit exemple, je vous ai bassiné un peu avec le clic sur le like button. Qu'est-ce qui se passe? Donc, sur l'interface, je fais mon clic, je génère une action de ce type, donc c'est un JSON tout simple. Donc vous voyez l'action de type like avec l'ID de mon utilisateur. Je forward mon action au store qui contient tous les users. Dedans, j'incrémente mon nombre de likes. Je retourne à l'interface que j'ai 11 likes et mon interface est à jour. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a pour l'interface, on s'est dit jusqu'à présent, tout ce qui se présentait à nous n'était pas tip-top, pas super optimisé, etc. Donc il y a Facebook qui s'est coltiné à s'inventer une nouvelle librairie pour faire de la view. Dans un premier temps, ils ont pensé à la notion d'isomorphisme. Donc le principe, c'est du code pouvant être exécuté aussi bien côté serveur que côté client. Le principe, c'est vraiment de pouvoir faire un rendu, que ce soit dans le serveur ou dans votre navigateur. C'est-à-dire le code peut vraiment fonctionner n'importe où. Et à quoi ça sert, vous allez me dire? Donc, le principe, c'est quand vous faites un rendu serveur, c'est parce que vous avez besoin, par exemple, pour les robots des search engines, donc pour les robots Google, etc., qui eux n'interprètent pas le JS. Maintenant ils commencent à l'interpréter, mais la plupart des search engines n'interprètent pas le JS. Et du coup, votre application n'apparaît pas du tout quand l'engine passe dessus. Donc ça pose un énorme problème pour le SEO, puisque vous n'avez pas de contenu, donc vous ne pouvez pas être référencé. Donc l'avantage de faire un rendu côté serveur, c'est que dès que vous allez appeler une route, votre serveur fait un rendu de la page de son côté et le sert au robot. Comme ça, le robot a du contenu qu'il peut parser pour le ranking. Ensuite, l'autre utilisation du rendu serveur, c'est de faire un pré-rendu pour que lors du chargement de votre application front-end, vous n'ayez pas une page blanche avec un loader. Typiquement, c'est ce qui arrive sur la plupart des applis Angular, etc. à l'heure actuelle. Vous avez un énorme temps de chargement parce qu'il faut le temps de charger les scripts, etc. Donc ce qu'on fait pour prévenir ce type de comportement, c'est on fait un rendu serveur. Comme ça, la première page qui arrive, il y a déjà le contenu dessus. Et ensuite, on lance l'appli React ou Angular ou peu importe par-dessus. Donc là, dans notre cas, ce sera du React. Et enfin, le rendu client, c'est pour construire une web app, donc pour éviter les rechargements et la perte d'état de l'application, etc. Donc ça, c'est le principe même des web apps. Et enfin, un dernier bonus, c'est la facilité de test, parce que vous n'avez plus besoin de PhantomJS, pour ceux qui ont fait un peu de front, vous allez comprendre. Donc PhantomJS, c'est quoi? C'est un navigateur virtuel tout en JS qui vous permet en fait d'exécuter du code comme s'il était dans Chrome et vous permet de cliquer des boutons, d'afficher de l'interface, etc., de calculer des CSS et ainsi de suite. Et en fait, on se sert de ça normalement pour faire nos tests parce qu'il faut reproduire l'environnement dans lequel on travaille parce qu'on a besoin de toutes les API du navigateur normalement pour tester nos applis front-end. Or là, vu qu'on n'a plus besoin du DOM, donc Document Object Model, on peut run juste notre code comme ça, comme on runnerait n'importe quel code Node.js. Voilà. Donc, pourquoi je vous ai parlé du fait qu'il n'y avait plus de DOM. Donc, en React, on a ce qu'on appelle un virtual DOM. Donc, à cause de quoi c'est dû? C'est dû au fait que en front-end, en fait, il y a un problème avec le DOM, donc le Document Object Model, qui est donc la représentation de votre page HTML dans la mémoire, et c'est une API JavaScript qui vous permet d'y accéder, etc., de faire des manipulations avec. Cette API est pas très optimisée, même pas du tout. Et les opérations dessus sont assez coûteuses, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'éléments à modifier parce que votre interface est dynamique, etc., par exemple vous changez de page sur une application front-end, les rendus sont très lents, ça fait beaucoup de repaint, etc., et ça consomme beaucoup de performance. Il faut éviter d'en faire le maximum possible, il faut en faire le minimum possible. C'est pourquoi on utilise du coup le concept du virtual DOM. Donc le principe, c'est de recopier tout ce DOM et de le mettre dans la mémoire JavaScript. Et comme ça, on manipule directement des objets JavaScript. On ne se préoccupe pas du tout de l'état actuel de la page. Et en fait, on peut appliquer du coup les modifications de l'interface en un seul coup.
on prend ce qu'il y a dans la mémoire et on le colle sur la page, d'un seul coup. On ne fait pas les éléments un par un, on met tout d'un seul coup. Et aussi, du coup, l'avantage, c'est que comme c'est entièrement dans la mémoire, on peut l'utiliser sur notre serveur Node préféré. Voilà. Hop. Donc React, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été créé par Facebook en 2013. C'est utilisé en production sur Facebook par lui-même. Beaucoup d'autres gros players commencent à s'y coller dessus, notamment TF1, qui sont en train de repasser en React. Je pense que c'est en cours, ouais, c'est ça. Je rappelle aussi que c'est une librairie, pas un framework, du coup, pour tous ceux qui pensaient que c'était un gros truc, etc. Non, c'est juste un tout petit truc qui vous permet de faire juste la vue, ça vous fait juste du rendu. Et j'ai mis un petit troll à la version 15 parce que, comme Node, on est passé de la version 0.13 à la version 15. Voilà. Et du coup, donc ouais, c'est assez populaire, 40K stars sur GitHub, et ça fait pas mal de vagues parce que c'est perf, etc. Et du coup, il y a plein de gens qui sont en train de faire des migrations instantanées de Angular à React ou de leur ancien jQuery à React parce que, waouh, voilà. Petite dernière slide sur React, c'est que donc en React, on a des notions fondamentales de composants. C'est en gros, on construit un espèce de... Quand vous considérez votre page comme un mur, et dedans il y a des briques, des portes, des machins, etc. Le principe, c'est de faire des classes les plus petites possibles, les composants les plus petits possibles, qui soient réutilisables à volonté. Je veux par exemple créer un composant porte, je veux que je puisse configurer la couleur de ma porte, que je configure si elle a des grandes fenêtres, si elle s'ouvre toute seule, machin, etc. C'est vraiment le concept de faire des composants configurables que je plug and play, quoi. Il y en a beaucoup, il commence à y en avoir un sacré paquet sur NPM qui ont été open sourcés, et du coup ça augmente la réutilisation, la réusabilité. Ouais. Enfin, bref. Voilà. Et aussi, le fait de faire des composants comme ça, c'est d'éviter les interdépendances. On fait vraiment des composants, des capsules indépendantes pour éviter de créer des connexions bizarres entre, genre je clique sur ce bouton, ça fait un truc magique dans un autre composant, etc. Le principe, c'est vraiment, tout passe par cette espèce d'interface, en gros des boutons, comme des boutons sur une boîte noire, quoi. Ok, pour vous donner un petit exemple, ce sera le seul bout de code que vous verrez, à quoi ça ressemble du React. Donc ils se sont inventés une syntaxe qui s'appelle le JSX. Donc le principe, c'est de revenir à l'époque du HTML dans le PHP. À la place, sauf que c'est du HTML dans du JS. Vous avez, le truc, c'est quelque chose de tout simple. En fait, vous déclarez donc une liste de to-do, donc de to-do, donc vous retournez un objet list, un UL, avec la classe myToDoList, donc une classe HTML toute basique. Et donc pour chaque to-do, vous instanciez le composant to-do que vous avez importé plus haut. Lui, il a une classe name, il a une classe HTML to-do et une due date tout de suite. Bon. Et donc là, j'affiche le texte de la to-do. Donc c'est un truc tout basique, ça va afficher une liste et deux to-do avec, donc to-do, ça peut être un LI ou n'importe quoi, ce que vous voulez. Et donc je ne me préoccupe pas de ce qu'il y a là-dedans, je me dis juste c'est une liste de to-do, tout simplement. Ok, du coup, pour revenir un peu sur l'archiflux et la relation avec React, il y a donc Dan Abramov qui a créé donc une implémentation de l'archiflux qui s'appelle Redux, qui est toute petite, 10 à 15 kg minifié, je crois, un truc comme ça, qui fait beaucoup de... comment dire, qui attire beaucoup de gens parce que c'est lightweight, c'est super facile à utiliser, ça scale plutôt bien. Et le gars a eu tellement de succès qu'il s'est fait embaucher par Facebook, donc voilà. Donc si vous cherchez un jour à implémenter une archiflux sur votre front-end, je vous recommande Redux. On l'utilise actuellement à Mythic, mais dans une appli Angular à la place. Donc c'est pas du tout dépendant de React, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle appli comme vous voulez, vous pouvez même l'utiliser en back dans du Node, peu importe, c'est vraiment juste une implémentation d'archiflux particulière.
Ok, donc pour vous faire un peu de feedback sur tout ça, donc les plus dans React et dans cette archi en général, c'est que c'est léger et que c'est très flexible. Parce qu'en fait, il y a tellement peu de choses incluses de base dedans que vous allez pouvoir vraiment plugger tout ce que vous voulez dedans. Vous allez pouvoir chercher vraiment la librairie qui vous convient pour telle ou telle chose. Ça se scale assez bien. Si vous restez dans le sens où, comme c'est des petits modules, des petits composants, eh ben, vous allez pouvoir en faire un nombre assez impressionnant et sans jamais avoir d'interdépendance ou quoi que ce soit. Si vous restez bien propre, bien sûr. Et ça survit assez bien dans le temps jusqu'à preuve du contraire. Bon, après, je dis bien jusqu'à preuve du contraire parce que comment dire, je pense qu'il n'y a pas encore assez de pure players qui ont fait la migration sur React pour savoir dans le vrai long terme ce que ça donne, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de retour négatif. Et du coup, cette syntaxe all-in-one qui est assez plaisante. Donc pouvoir faire votre templating directement dans le JS et pouvoir utiliser toute la puissance de JavaScript pour faire votre templating. Plutôt que d'utiliser une syntaxe bien bizarre, genre avec des pourcents, avec des je sais pas ce que vous voulez. Aussi, si vous voulez même plus faire de CSS, vous pouvez même le mettre dans votre JS. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Les moins, comme je vous disais, c'est si vous restez propre, parce que ça nécessite d'être très rigoureux. Vous pouvez tout le temps prendre des raccourcis, comme dans toutes les architectures et dans toutes les applications. Vous êtes toujours tenté de prendre des raccourcis et si vous les prenez, votre application, elle va finir comme toutes les autres. Donc ça nécessite d'être très rigoureux. Surtout que vous allez traîner beaucoup de librairies. Donc il va y avoir beaucoup de boilerplate dans le sens où vous allez devoir chercher des librairies pour tout et n'importe quoi au départ. Genre par exemple, j'ai besoin de gérer mes XHR. Je vais devoir chercher une librairie pour faire mes XHR de manière un peu plus propre que utiliser l'XHR de base du navigateur, notamment l'API Fetch. Je sais pas, je veux gérer le translate, je vais devoir chercher une librairie de translate. Je veux sanitiser un champ texte, je vais devoir chercher un truc qui m'escape le HTML, le JS des commentaires, etc. Enfin, et ainsi de suite. Et il va falloir s'entraîner un bon paquet pour ne serait-ce que la plus petite application. Et c'est ça qui est un peu saoulant aussi, c'est que du coup le démarrage est un peu retardé quand on veut faire une vraie application. Et aussi, ça nécessite beaucoup d'outils parce qu'il faut transformer le code. Donc le JSX ne s'est pas interprété par le navigateur, donc il faut le compiler. Donc là encore, il faut prendre des outils et ça prend du temps, etc. Donc c'est assez chiant. Et donc, pour reprendre, du coup, j'ai rien out of the box. Donc ça vous amène à faire beaucoup de choix techniques puisque vous allez devoir choisir, vu qu'il y a une très grosse batterie de librairies et qu'il y a 50 000 implémentations de la même, vous allez devoir faire des choix techniques et choisir quelle librairie vous voulez utiliser plutôt qu'une autre, en sachant que depuis la sortie de React, il y a des mecs qui s'amusent vraiment à développer tout et n'importe quoi, donc c'est très difficile de faire certains choix par moment. Donc versus Angular 1X, donc pour ma part qui ai développé beaucoup en Angular 1X jusqu'à présent, la version 2 étant encore en bêta et à venir. Donc c'est quoi la différence? Les plus dans Angular, c'est que de base, il gère le routing, l'animation, la traduction, le sanitizing, etc. Tout est dedans de base. Vous n'avez pas à vous tracasser avec ça. Vous avez un énorme module d'injection de dépendance qui est vraiment très plaisant pour les tests, c'est vraiment génial. Et par contre, le problème, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le two-way data flow, c'est-à-dire qu'en gros, les données vont dans tous les sens, elles vont de la vue vers le modèle et du modèle vers la vue. Donc c'est un sac de nœuds pas possible et des fois, il y a vraiment des problèmes dans l'affichage des données qui peuvent survenir et dû au fait que c'est totalement de la magie. Et c'est assez problématique. C'est très lent aussi, dans le sens où l'application met beaucoup de temps à démarrer. Il y a tout le système interne de Angular qui fait que le processing de la donnée est lent. Et peu de notions de composants aussi, donc pour faire des trucs réutilisables, etc., c'est assez galère. On a un peu la notion de directive et de composants depuis la version, on a un peu la notion de composants depuis la version 1.5, mais c'est du sucre syntaxique sur une syntaxe qui existait déjà avant, qui n'est pas très adapté pour l'exportation.
et ne supporte pas vraiment l'archiflux. Parce qu'on ne peut pas dire explicitement de refaire un rendu de la vue à Angular. Enfin, on peut lui dire de faire un digest, mais c'est un peu bizarre. Donc voilà. Donc pour la comparaison Angular 2, donc Angular 2 là se rattrape énormément et il copie-colle en fait tous les concepts de React et avec avec un avantage de rapidité encore en plus, puisque Angular 2 se veut plus rapide encore que React. Et l'avantage du coup toujours de l'injection de dépendance que React n'a pas. Par contre, le problème, c'est les nouvelles syntaxes qui sont toujours en HTML. Donc, en gros, vous êtes obligé d'avoir un fichier externe HTML ou alors vous le mettez dans une chaîne de caractères. Pas tip top. En sachant que c'est complètement une nouvelle syntaxe, donc genre un truc qui n'a rien à voir avec tout ce que vous avez vu jusqu'à présent en Angular. Genre avec des étoiles, des crochets, des accolades et tout ça. Enfin, un gros délire. Et, aussi parce que Angular pousse au TypeScript. Parce que, voilà quoi. Ils ont décidé, c'est tout. Parce qu'en fait, ils étaient partis sur le fait qu'au début, ils avaient développé leur propre script qu'ils avaient appelé le AdScript, qui leur permettait de faire un peu des trucs, donc les décorateurs à la Python, si certains d'entre vous connaissent. C'est les arrobas quelque chose que vous pouvez placer au-dessus de votre classe pour la décorer entre guillemets. Et donc comme c'est pas intégré dans JavaScript à l'heure actuelle et que ça ne le sera pas avant un petit moment, ils ont utilisé le TypeScript qui eux l'inclut. Donc voilà. Conclusion, qu'est-ce que vous pouvez faire après ça? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez explorer après cette presse? Vous avez les interfaces mobiles avec React Native. Donc tout ce qui est développement d'applications React en mobile, on commence à pas mal voir de React Native. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à première vue, ça a l'air vraiment pas mal. Sinon, vous pouvez toujours utiliser Apache Cordova pour faire vos applis. Hein. C'est un wrapper pour mettre vos applis front-end dedans. Vous pouvez aussi faire une appli Electron si vous voulez faire une appli desktop, donc que ce soit Mac ou Windows. Donc c'est assez récent, c'est GitHub qui a développé Electron. Ça vous permet de... Slack utilise ça d'ailleurs. Ça vous permet de mettre une appli web dans un logiciel, entre guillemets. Et enfin, tout ce qui est la recherche sur comment faire mes tests unitaires, comment faire des tests fonctionnels avec Protractor, les tests de régression d'interface avec des stacks, des outils comme BrowserStack qui permettent de faire des différences de capture d'écran, etc. pour vérifier que votre interface n'est pas pétée, etc. Et enfin, vous avez Facebook pousse pas mal à la base de données en graphe avec leur client Relay qui s'intègre super bien à l'archiflux apparemment. Donc voilà. Des questions? Je me suis noté une question. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure dans les moins d'être amené à faire des choix techniques. Ouais. Est-ce que c'est un risque? Est-ce que c'est un gros risque dans un projet qui utilise React? Est-ce que ça peut être un frein, par exemple, quand tu as dit que pas mal de pure players n'étaient pas encore passés à React? Est-ce que c'est par exemple un des risques ou est-ce qu'il y en a d'autres en plus de celui-là qui est quand même... Alors c'est un des risques parce que la plupart des librairies qu'on va traîner en React, on ne s'en sert pas dans les autres projets puisqu'on n'en a pas besoin. Mais du coup, ces choix techniques, en fait, ils peuvent être pas forcément faciles à prendre et on peut s'en mordre les doigts très rapidement, on va dire. Surtout plus on va choisir une librairie qui fait un peu tout et n'importe quoi, comme la magie, du café, etc. Et plus on a de chance que derrière, on ait un impact vraiment néfaste sur notre application. Donc c'est là qu'il faut être vraiment judicieux dans ses choix et vraiment analyser chacune des solutions pour voir laquelle est la meilleure à choisir, quoi. Et est-ce que tu penses que c'est le seul risque qui fait que des grosses entreprises n'utilisent pas cette solution ou l'autre approche, c'est que c'est tout, jusqu'à présent, la plupart du temps, on ne gère pas du tout nos implémentations de web app comme ça. On n'a pas ce principe de one-way data flow, de tube de données. Du coup, il faut tout refaire depuis le zéro et React, c'est sa propre syntaxe, etc. Donc c'est un overhead qui est vraiment assez énorme. Donc les gros clients n'y voient pas forcément un intérêt immédiat, on va dire.
même si niveau perf c'est un gain énorme, et que niveau simplicité dans le code, etc., ça apporte vraiment un gain. L'overhead fait vraiment peur, quoi. Si on peut résumer, entre guillemets, c'est plus ou moins dans l'air du temps, c'est l'hype, quel que soit le monde, c'est on arrête les frameworks, on arrête les ORM, on refait tout à la main et puis c'est mieux comme ça, quoi. Alors, le principe, c'est pas de tout refaire à la main non plus, parce dans l'univers NPM, le principe c'est qu'on a une batterie de librairies qui est absolument monstrueuse. Et quand je vous dis monstrueuse, c'est genre il y a des mecs qui s'amusent vraiment à coder tout et n'importe quoi. Genre vous pouvez télécharger un module NPM qui fait isArray, plus comme ça, pour vérifier si un objet est un array. Oui. Donc vous en avez vraiment pour votre compte. Et donc vous pouvez télécharger de la plus petite lib jusqu'à la plus grosse lib. Et donc comme je disais, c'est vraiment une histoire de choix qu'il va falloir faire. Et pour savoir si on va réinventer la lib ou pas. Est-ce que tu peux utiliser Flux sans React? Oui, bien sûr. Et du coup, est-ce que tu as d'autres librairies, d'autres choses qui peuvent se greffer? Parce que, pour être honnête, je vais troller, hein, mais je voyais React comme le nouveau framework. Là, j'ai l'impression de voir jQuery 2015. Donc, la seule chose qui m'intéresse dans ta presse, c'est Flux. Du coup, en fait, quelle utilité tu pourrais en sortir hors React? En dehors de React, par exemple, moi j'ai expliqué tout à l'heure, on utilise Mythic dans une API Angular. Le principe, c'est toujours ce principe de gestion des données qui est beaucoup plus clair et qui est beaucoup plus simple. On pourrait l'utiliser dans n'importe quel web app, ça marcherait avec n'importe quel framework qui ferait de la vue. Framework ou librairie, peu importe. On peut utiliser Virtual DOM, Riot.js, ce que vous voulez. Il y en a plein. Le principe, c'est vraiment juste de gérer la donnée, de gérer l'interaction utilisateur de manière claire et explicite. Et de la même manière, dans le back, on pourrait le faire aussi. J'imagine que ce serait applicable de la même manière. Tu as parlé de Angular 2, qu'ils géraient leur vue dans les fichiers à part. Ouais. Tu as mis ça dans les points négatifs. Pourquoi exactement négatif? C'est vraiment juste par rapport à la syntaxe ou C'est par rapport à la syntaxe, en fait, dans le sens où si vous vous intégrez dans des fichiers à part, vous allez devoir donc utiliser des systèmes qui vont dans votre construction de votre build final de l'application, il va falloir intégrer ce fichier HTML quelque part dans le JS. Donc il faut encore plus un outil pour le faire. Donc template cache, des trucs comme ça. Ou directement le mettre en string dans votre composant. Tu es obligé de faire ça, en fait, tu peux déclarer en fait la base de ta template et charger automatiquement la template directement depuis un fichier HTML. Ouais, tu peux le charger directement le fichier HTML, mais ce que tu veux, c'est éviter ce genre de requête. Puisque tant qu'on n'aura pas HTML2, tu veux minimiser le nombre de requêtes et d'aller-retour avec l'API, enfin avec le CDN, pardon. Tu veux minimiser le nombre de fichiers chargés, etc. Ok. Bon, du coup, mon temps est écoulé. Donc, voilà.